Il y a peut-être des maladies mentales qui ne peuvent pas être guéries sans médicaments. Mais un médicament, ça aide une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis la 5e fois, ça ne marche plus. Et le problème ne fait que s'aggraver. Parce que les origines n'ont jamais été abordées. Et finalement, on prescrit encore plus de médicaments jusqu'à ce que la personne cesse d'être elle-même. Si vous êtes parmi les millions de ceux qui sont sujets à l'angoisse et que vous avez divers symptômes qui persistent depuis plus de 6 mois, cela peut être signe d'une dépression. C'est un trouble grave qui touche plus de 20 millions d'Américains. Les antidépresseurs aident à soulager des symptômes de la dépression. Printemps 2015, New York. Denis Mikhailov, ancien employé de bureau à Manhattan, est en train d'établir un nouveau record mondial Guinness de course continue et il a déjà parcouru 129 km en 12 heures. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Nous tenons le record, les gars! Ça, c'est presque tous les médicaments différents que j'ai pris. Voici Chris. Voici Josh. Et voici Déborah. Mais notre histoire commence avec Denis. J'ai eu beaucoup de chance quand je suis arrivé ici. J'ai réussi de justesse le test d'anglais, mais j'ai quand même pu entrer dans une business school. C'était incroyable pour quelqu'un venant d'une petite ville de Russie. Je n'avais pas vécu à Moscou ou dans une grande ville, et je me suis retrouvé aux États-Unis, dans un pays d'une culture absolument différente. Pour moi, ça a été une révélation, parce que j'ai tant appris sur le monde des finances, sur la manière dont tout fonctionne. La société pour laquelle je travaillais opérait dans ce qu'on appelait la communication de la santé. Mais en réalité, elle faisait de la publicité pour les géants de l'industrie pharmaceutique. S'ils lançaient un nouveau médicament ou s'ils voulaient en promouvoir un ancien, nous cherchions de nouveaux moyens pour faire parler d'eux dans le monde entier. Je ne veux pas vivre dans la dépression. Je veux jouir de la vie comme avant. Je sens constamment cette douleur. Ce sentiment de culpabilité est toujours en moi. La dépression peut être le résultat d'un déséquilibre chimique dans votre cerveau.
Parlez à votre médecin de vos problèmes et demandez une prescription. Ne continuez pas à vous sentir mal. C'est vendredi, il est 10 h du soir, je regarde ce bâtiment et quelque chose me dit que mon chef est toujours là, dans son bureau, au 8e étage. Le vendredi avant le week-end, il faut toujours terminer beaucoup de choses et on passe une longue journée de travail. Un aspect du travail qui ne me manque pas du tout, c'est la journée qui dure 10 heures. Denis a maintenant une nouvelle vision de son ancien travail. Sa vie a changé radicalement il y a quelques années, et il a ses raisons pour nous aider à réaliser ce film. Last night from Donald Trump, with a sigh of relief and say, good for you, good for both of you, gracious, open-armed moments and a plea to bring the country together after what has clearly been the most divisive in this country, and I think the tone of both of Cet homme s'appelle is Matt. quite welcome. Today I'm here still with Karl Rove and Steve Hayes. Karl, this is a woman who's been the First Lady of Arkansas, the First Lady of the United States, a senator from New York. Aujourd'hui, il sort de la maison de ses parents pour aller surfer. C'est sa vie. Il faut simplement descendre de la colline et tourner à droite. Et après, on y est. Ok, on se revoit dans 10 minutes. D'accord. Vous pourrez faire connaissance avec notre équipe, allez-y. Allez, venez. Quand j'avais 11 ou 12 ans, on m'a prescrit de l'Accutane. C'est un médicament contre l'acné qui sert à bloquer la vitamine D, de manière à ce que la peau devienne moins grasse, je pense. Mais je suis pas sûr. Malheureusement, ce médicament a comme conséquence une grave dépression. J'ai grandi en Russie et les gens qui m'entouraient vivaient sans tout ce médicament. Et ici, j'ai eu la surprise de découvrir que même les jeunes prenaient certains médicaments qui sont censés améliorer l'humeur ou donner de l'énergie. Je n'étais pas sûr de comprendre ce qui se passait. Ensuite, quand j'ai découvert le monde pharmaceutique, j'ai appris l'existence de nombreux médicaments destinés aux personnes ayant des maladies différentes, dont la majorité était inconnue pour moi. Je n'oublierai jamais ce jour. J'étais dans une pièce avec plein de miroirs, je portais une veste avec des carrés rouges, noirs, et un capuchon. Et je devais passer un test. Et il y avait une table en métal et une chaise en métal, des murs miroirs, et on ne voyait que soi-même. J'ai passé le test, on m'a pris mes papiers et on a observé mon comportement pendant un certain temps. Alors, il est évident que si un enfant de 11 ou 12 ans n'a rien à faire, il se met à faire des bêtises. Ils le voient et disent « Bah oui, vous voyez, son comportement montre qu'il a un TDA ou autre chose. Alors prescrivons-lui de la Ritaline. » Je vous le dis honnêtement, nous inventions des publicités vraiment séduisantes et intéressantes pour inciter les gens à prendre ces médicaments. En principe, le travail des agences de publicité était très créatif. Je ne m'occupais que de la partie financière, sans participer au processus créatif, mais je pouvais voir ce qui se passait. Je voyais le résultat, le produit final de leur travail. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Des antibiotiques. Et ça, c'était quoi? C'est du Seroquel. C'est même écrit amphétamine dessus. Ok, tout cela lui a été prescrit dans l'hôpital pour enfants de Phoenix au moment où il en est sorti. On a l'impression que si un enfant a des soucis à l'école, les professeurs ont automatiquement envie de lui donner des médicaments.
Vous savez, elle ne les lui donne pas pendant des années. Mais si finalement elle commence... C'est la fin du monde. Oui. Une dame appelait ces pilules les pilules des devoirs de l'école. Des devoirs? Oui, des devoirs de l'école. Elle a dit, tu vas prendre tes pilules des devoirs une fois rentrée chez toi de l'école. Il les a prises pendant une semaine seulement, parce qu'elles en ont fait un zombie. C'était horrible. Vous savez, ils prétendent toujours vouloir remettre les enfants avec leurs parents. Ils disent que leur but n'est pas de les séparer, mais quand je travaillais au sein de ce système, ils faisaient tout leur possible pour qu'il soit plus difficile pour les parents de récupérer leurs enfants. Aujourd'hui, par exemple, j'ai dû faire un trajet d'1 heure et demie en voiture pour voir mon fils. J'ai rencontré une femme dont je suis devenu très proche. Elle m'a raconté son histoire qui est assez dramatique. Elle a commencé à prendre dès son plus jeune âge des substances psychotropes extrêmement fortes qui lui étaient prescrites. C'est à cause d'elle que je me suis intéressé à ce problème, parce qu'avant je ne l'avais jamais prise au sérieux. Je n'avais pas d'expérience personnelle dans ce domaine. Mais avoir des relations avec quelqu'un qui dépend de ces médicaments, qui non seulement connaît beaucoup de choses sur eux, mais en dépend physiquement, ça m'a vraiment poussé à m'engager, sans résultat pour le moment. C'est une lutte contre l'addiction. J'ai été accro pendant 40 ans. J'ai même dû aller à un centre de désintoxication. Mais on m'a chassé de là 2 semaines plus tard. Avec ma femme, nous avons erré pendant 6 mois. Après nous avoir été de nous-mêmes, nous avons tout compris et maintenant nous allons bien. Devenir accro, c'est long. Décrocher, c'est encore plus long. Je crois que dans la société d'aujourd'hui, personne n'essaie d'apprendre aux enfants et aux gens à accepter les problèmes qu'ils ont en eux-mêmes. On les pousse à prendre des médicaments en leur promettant que tout va passer. Ici, tout allait encore bien. C'était avant. Il la tient sur ses genoux. Sur cette photo, il va encore bien. Celle-là, c'est à peu près 2 ans plus tard. Vous voyez sur cette photo que son poignet est tordu. Celle-là a été prise l'année dernière au mariage de mon frère. Il a pu tenir notre fille cadette pendant quelques minutes et j'ai pris cette photo, mais ses poignets sont tordus. C'est la dystonie. Ici, c'est la photo de la dernière fête des pères. Regardez le poignet. Il a pu tenir notre bébé pendant quelques minutes quand je prenais la photo. Pendant que nous regardons la télé, il marche derrière le canapé. Voici Josh, sa femme Amy et leurs 5 enfants. Ce que je fais principalement tous les jours, c'est de faire les 100 pas.
Je marche et je marche. Marcher ne me soulage pas vraiment, mais c'est la seule chose que je puisse faire. Si je ne marche pas, si je suis assis, cela devient encore pire. La douleur intérieure devient plus forte. Je bouge encore plus mal quand je suis obligé d'être assis ou debout. C'est pourquoi il est important pour moi de marcher. C'est la seule chose que je puisse faire. Je venais de changer de travail. Je sentais une certaine angoisse. J'étais un peu déprimé. Je me suis mis à prendre Effexor. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à ressentir cette douleur intérieure, à en vouloir quitter ma propre peau. J'ai mes raisons de vouloir rencontrer ce médecin. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux d'une femme dépendante de psychotropes. Le docteur Peter Breggin, psychiatre qualifié avec plus de 50 ans d'expérience, est un des très rares spécialistes à ne prescrire jamais de médicaments psychotropes à leurs clients. C'est un des seuls aux États-Unis, pour ne pas dire au monde, à savoir comment libérer correctement une personne de cette dépendance sans lui nuire. Je crois que nous allons apprendre des choses d'une grande importance aujourd'hui. On rencontre le médecin dans 1 heure. Nous lui avons même acheté un lit, comme dans un hôpital, pour qu'il puisse dormir les pieds surélevés. Il dort mieux comme ça. Ma mère ne savait pas combien de temps vous viendriez, donc... Ça, c'est qui? C'est... Il s'appelle Si. On le voit dans une émission de télé-réalité stupide. On peut éteindre, comme ça. Redneck reality show. Yeah. Okay. Merci. La première réaction des parents est d'aider leur enfant. Et là, le médecin dit « Je peux aider votre enfant. Je peux lui prescrire un médicament. Cette pilule va le rendre plus heureux. » En faisant ça, vous n'aidez pas l'enfant à comprendre quoi que ce soit. Au lieu d'essayer de s'assumer en tant qu'être humain, accepter son âme et son esprit, il prend tout simplement une pilule pour l'éviter. J'étais punk rocker et j'étais plutôt un punk de la rue. Je vivais dans la rue, je faisais tout ce que je voulais. Voici Chris. Dans le passé, il était accro à l'héroïne. Et maintenant, il est dépendant des médicaments. Il est venu nous voir avec sa copine Irène. C'est la maison de ses parents. La chambre qu'il habite et où il essaie de vaincre la catisie est si petite que nous ne pouvons pas y mettre plus que 2 personnes pour filmer. Voilà à quel point c'est petit chez lui.
Je dois prendre ce médicament toutes les 8 heures, ce qui fait 3 fois par jour. Et le jaune, c'est quoi? De la gabapentine. Et le blanc? De la Tivane. 2 mg et demi. Vous vous sentez déprimé? Nous pouvons vous aider. Demandez à votre médecin de vous prescrire n'importe quel médicament. Nous avons appris à voir comment ils manipulent les résultats, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un grand taux de suicide. Maman, j'ai toujours pensé que les gens qui se tuaient étaient bizarres. Mais je ne peux pas vivre encore un jour comme ça. J'ai failli me tuer la semaine dernière. Je me retrouve parfois à faire et à dire des choses que je ne veux pas faire et dire. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre en moi qui contrôlait mon corps, mes pensées, mes paroles. En étudiant le comportement suicidaire des patients qui prennent des inhibiteurs de récupération de la sérotonine, nous sommes tombés sur un document. Roger Lane, scientifique qui travaillait pour la société en question, y explique que les patients voient le suicide comme une alternative à l'existence pénible qu'ils mènent à cause de l'acathysie. Ce document n'a pas été publié dans les journaux médicaux, ni diffusé à la télé, ni à la radio. Il n'apparaît pas dans les publicités des journaux et des magazines. Mais c'est un scientifique qui travaille dans une des plus grandes sociétés pharmaceutiques qui le dit. Cela veut dire qu'il y a un problème. Concerta, Risperdal, Vivance, Adderall, hydroxyzine, contre l'angoisse, Zoloft, Ropinirol. Il prenait encore de l'hydrocodone contre la douleur et de l'oxycodone après. Et de la Vitane, bien sûr. C'est pourquoi j'espérais que vous viendriez plus tôt aujourd'hui. Quand j'ai cessé de prendre les médicaments, j'ai voulu donner mon sang pour aider les gens. Mais il s'est trouvé qu'après l'Accutane, il faut attendre 6 ans pour pouvoir le faire. Cela montre bien à quel point ce médicament est puissant et pourri. Vous ne pouvez pas donner votre sang pendant 6 ans à cause de ce que ce médicament fait à votre système sanguin, vous voyez? Je pars. Tu veux que je la prenne avec moi? J'y vais, je laisse Gable et je prends Cherry. T'es un chien thérapeute, c'est ça? Je raconte des histoires sur mes chiens à mes patients, surtout aux enfants. Elle a 13 ans. Incroyable. Elle est si mignonne. Elle ne voit pas bien, elle n'entend pas bien, mais son odorat est si développé.
Nous savons, d'après des études sur des singes, comment fonctionnent les amphétamines si on les donne aux enfants. Donnez-en aux singes, ils cessent de se socialiser, de s'embrasser, ils cessent d'essayer de s'enfuir de leur cage, ils deviennent dociles. Nous faisons donc de nos enfants des animaux dociles. Mais les parents n'en ont tout simplement pas conscience. Il a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de bouger les pieds. C'est difficile à expliquer. C'est comme si je subissais une torture, mais ça se passe à l'intérieur de mon corps. Et je n'ai nulle part où aller. On m'a appris depuis mon enfance à faire confiance aux médecins. Beaucoup de gens disent « il faut faire confiance aux médecins, ils savent ce qu'ils font ». Et après, tu apprends que c'est pas vrai. À partir de ce moment-là, c'est l'effet boule de neige. Si vous avez souffert surtout à cause des médicaments, les médecins adoptent une position défensive, si on essaie de leur dire. Leur seule réponse, c'est « essayez un autre médicament, essayez un autre médicament ». Ça fait peur. C'est épuisant. N'allez pas voir votre psychiatre pour ça. Il va être vexé parce que les psychiatres ont des pieds d'argile. Ils vendent de mauvais produits et en tant que groupe, ils peuvent se fâcher. Certes, il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est ainsi. Ils peuvent même vous enfermer parce que vous avez voulu cesser de prendre vos médicaments psychotropes. Mais ils sont bien payés. Je veux dire qu'ils sont payés pour chaque enfant, chaque famille, etc. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est tout un système. Qui paye pour cela? C'est Medicaid qui paye pour les enfants pauvres et défavorisés. Une agence du gouvernement qui paye pour les médicaments des gens et des enfants qui ne peuvent pas se le permettre. Elle paie aussi pour les personnes âgées, celles qui ont plus de 65 ans. Pour les militaires, c'est Tricard qui paye. Pour les prisonniers, c'est nous, via nos impôts. S'il y a un moyen d'avoir un flux de revenus, de l'argent pour payer pour ces médicaments, ils vont être massivement prescrits aux gens. Les sociétés pharmaceutiques en tirent tant d'argent qu'elles peuvent l'utiliser pour coopérer avec les législateurs et les compagnies d'assurance pour augmenter encore plus leurs ventes. C'est un grand réseau. J'étais enceinte de notre 5e enfant lorsque cela s'est passé. Il ne pouvait pas tenir notre nouveau-né parce que ses mains bougeaient sans cesse. Essayez de vivre avec ça. Mes enfants me demandent tous les jours de jouer avec eux. Je suis si souvent obligé de leur dire « Je ne peux pas jouer avec vous », que ça fait de la peine. Je suis leur père. Ça me fait vraiment de la peine. Je ne peux pas croire que ma vie ait pris une telle tournure. C'est pas ce à quoi je m'attendais. J'ai toujours eu dans ma tête des projets, la vision du père et du mari que je voulais être. J'ai l'impression que tout m'a été volé. C'est Barbara Ann. Nous sommes mariés depuis 30 ans, elle a eu 3 AVC. Elle était déjà mourante, mais elle a été réanimée et ça fait 5 ans maintenant qu'elle est dans une maison de repos.
C'est une Power Stroke de 2003 avec un moteur diesel de 7 litres 3. Je me réveille tous les matins, je prends mon petit déjeuner avec mon père et les autres. On ne peut pas rêver d'autre chose. Je profite de la vie. Et je vis dans un rêve. Mes fillettes, mes chevaux. Salut les filles. Salut. Celle-là n'a qu'1 an. Et celle-là est enceinte. Elle vient d'arriver d'Espagne il n'y a pas très longtemps. Elles sont toujours prêtes. Je fais tous les jours la même chose, vous savez. Prendre soin des chevaux, c'est la même chose que de laver la vaisselle. C'est monotone, mais c'est important. Il faut beaucoup de dévouement. Il faut trouver la motivation pour se lever tôt le matin. Parce qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de travail physiquement pénible. Les faire bouger, faire de l'équitation, les entraîner, prendre soin de leur santé. C'est tellement gratifiant. Elles vous donnent tout leur cœur. Ça apporte tant de satisfaction. Attention, hein, cette marche est un peu haute. Allez-y, je vous en prie. Désolé, hein, c'est un peu petit chez moi. Ça va. Ma chambre à coucher. J'ai compris qu'elle savait détecter mes crises à l'avance. Je l'ai donc enregistrée en tant que chien aidant et elle a voyagé avec moi pendant environ 5 ans. Elle me prévenait des crises qui s'approchaient et j'avais le temps de trouver quelqu'un qui me dise de m'asseoir, de me calmer. Elle est vraiment extraordinaire. Mais elle est triste maintenant parce qu'elle n'a pas de travail depuis plus d'1 an. On disait toujours qu'il faut plus, jamais moins. On me disait que l'acathisie était une dépression agitée, que ma dépression se transformait en un trouble bipolaire et que ce n'était pas rare. On cessait de me répéter « Vous avez simplement besoin de prendre plus de médicaments, de nouveaux médicaments. » Tout ça parce que j'ai été violée dans mon enfance. Et je n'ai jamais guéri de ce traumatisme. On essaie toujours de le cacher au fond de soi. Mes parents étaient si soulagés quand ils m'ont donné ces médicaments pour la première fois. Vous voyez, c'est en elle le problème. Nous n'avons rien à faire, c'est pas notre faute. Elle est folle et c'est tout. Et en fin de compte, j'en ai eu marre et j'ai décidé de m'en libérer. Mais j'ai vu que ce n'était pas si facile. Parfois on était désespérés, parfois on ne savait pas quoi faire parce qu'il semblait que sans médicaments, elle ne se sentirait plus jamais comme un être humain. Son organisme, son cerveau se développait encore quand elle a commencé à prendre ses premiers médicaments psychotropes. Elle était adolescente et nous n'étions pas sûrs qu'elle saurait vivre sans eux. Il a été très difficile de trouver un spécialiste qui puisse nous aider à avancer dans cette direction. Mais nous avons déniché des informations, nous avons trouvé une méthode d'amincissement, nous avons appris comment se libérer correctement de ces médicaments. Parce que c'est le même processus que quand on cesse de se droguer, de fumer ou de boire. L'idée est la même. Au fond, toute ma vie s'est déroulée avec ces médicaments. Je faisais tout avec difficulté. J'étais soit trop heureuse, soit trop triste, ça ou ça. Ces médicaments rendent horriblement dépendant. Et quand j'ai essayé de m'en débarrasser, c'était une expérience que je ne peux pas raconter.
Il faut y aller doucement, c'est très important. Si vous prenez des médicaments psychotropes, surtout si c'est plusieurs médicaments, depuis quelques mois ou années, il faut réduire la dose progressivement. J'ai écrit un livre sur ce sujet, Renoncer à ces médicaments psychotropes. Donc, j'ai trouvé le livre de Peter Bregging et j'ai suivi sa méthode. J'ai continué à prendre mes 7 médicaments en réduisant la dose petit à petit, jour après jour. Et en un an, j'ai réussi à me débarrasser de ma dépendance. C'est Star Wars? Oui. Super. C'est 2 mg et ça c'est 0,5. Je prends les deux 3 fois par jour. Ça fait donc 7,5 mg. En réduisant la dose, j'ai pu passer à 1,5 en 5 mois, à peu près. C'est donc un processus très long. Et ce n'est qu'un seul parmi mes médicaments. Je vais devoir renoncer à 2 autres. Dans les documents que nous possédons, il s'agit du syndrome de sevrage. Et ayant commencé à prendre certains médicaments, on a du mal à arrêter parce qu'ils modifient l'architecture du cerveau. Quand il cesse de prendre le médicament, le patient a l'impression que sa dépression est revenue, alors que ce n'est que le syndrome de sevrage. Tout comme quand on cesse de prendre la cocaïne ou l'héroïne. C'est le sevrage. C'est pourquoi il était très important pour certaines de ces sociétés d'indiquer que ce médicament précis ne provoque pas de syndrome de sevrage. Il y avait vraiment une attraction entre nous au niveau émotionnel. On n'était pas ensemble à cause des médicaments. C'était quelque chose de plus profond. Mais comme toute autre dépendance, que ce soit à l'alcool, aux drogues ou aux jeux, peu importe, toute dépendance complique vraiment les relations. Ça a largement nui à nos relations et nous avons dû nous séparer. Mais nous avons passé 3 ans ensemble et ce sujet revenait d'une manière ou d'une autre tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réduire la dépendance, pour apaiser le syndrome de sevrage, pour qu'elle se sente de nouveau comme un être humain? Mon vélo me sauve la vie. La seule chose que je puisse faire dans la rue et me sentir bien, c'est de prendre mon vélo et rouler. Ça m'aide parce que je suis en train de pédaler tout le temps. Les pieds bougent, je me sens mieux. Je suis assis et pourtant, je bouge. En plus, j'aime ça. Je peux sortir de chez moi et me balader. D'habitude, j'ai le sentiment que tout à l'intérieur de moi fonce à des milliers de miles à l'heure. Et je n'arrive à rien contrôler de ma vie. Mais quand je suis sur mon vélo, je contrôle la situation. Et cela me soulage de pouvoir contrôler quelque chose. Faire du vélo m'aide vraiment beaucoup.
J'aime bien me balader la nuit parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Je peux être moi-même et ne pas avoir peur de percuter quelqu'un. C'est important. Ça soulage du stress et des inquiétudes. Regardez, grâce à mes chevaux. Cool. Vous ressemblez à une bodybuildeuse. Oui, mais ça me fait du bien. Ça a été très surprenant. Un jour, même les muscles du dos, j'en suis très fière parce que j'ai 61 ans et la majorité des femmes de mon âge que je connais ressemblent plus à des sacs à patates. Aujourd'hui, Vous regardez les vagues? Il regarde toujours les vagues. oui, mais il fait un peu froid ici. Vous voyez, à 1 minute d'ici, il est évident que si je ne passais pas autant de temps dans l'océan, si je ne communiquais pas avec d'autres surfeurs, je serais peut-être déjà mort. En fait, je crois qu'on ne peut pas s'en libérer complètement. Je pense que les parents, la société, et les médecins, les psychologues ne le comprennent pas. Il n'y a tout simplement pas d'études de longue durée. La récente procédure pour vérifier un nouveau stimulant pour les patients avec le THAD a duré 3 semaines. Comment peut-on dire « donnez-le pendant des mois ou des années » Pourquoi les études sont-elles si courtes? Parce que les médicaments ne marchent pas. Ce sont des neurotoxines qui aggravent l'état des patients quelques semaines plus tard. On ne peut donc pas faire des études plus longues. C'est une énorme fraude. Je suis vraiment choquée que ça continue sans cesse. Toutes les recherches, toutes les études de longue durée, c'est des gens comme moi. D'abord, quand ces médicaments ont été approuvés, il n'y avait pas d'études de longue durée. C'est ma vie qui a été cette étude. Ces médicaments ont eu sur moi un énorme impact négatif. Ils ne m'ont jamais aidé. C'était une erreur. Je n'aurais jamais dû les prendre. Mes parents auraient dû prendre soin de moi au lieu de me rejeter en disant que c'était ma faute, que je le méritais, que je n'étais pas comme les autres membres de ma famille, que j'avais un défaut. Quand les parents rendent leurs enfants dépendants des médicaments, ils leur montrent qu'il y a quelque chose en eux qui ne va pas, qu'il y a un problème en eux qu'ils ne pourront peut-être jamais surmonter, qu'ils sont défectueux, qu'ils ont besoin de médicaments pour devenir normaux. Mais vous savez, tout le monde, chaque être humain sur Terre a ses propres problèmes. Les enfants qui ont vécu un traumatisme pareil, de quoi ont-ils besoin? D'amour, de compréhension, d'avoir quelqu'un qui les prenne par la main en leur disant que ce n'est pas leur faute. C'est comme ça qu'on peut survivre. Il faut être fort. On ne peut pas tout simplement donner un médicament à un enfant et l'oublier après. C'est de la paresse de la part des parents. Leur incapacité d'analyser les faits prive ces enfants comme moi de leur avenir. Le résultat est toujours mauvais. Les médicaments ne servent jamais à rien. Comment il était enfant? C'était un enfant heureux. Mais quand il a atteint l'âge de 4-5 ans, il est devenu très révolté. Nous avons tenté de traiter cela comme nous pouvions, mais il répondait des choses du genre « Vous ne me forcerez pas à faire ça ». Et il faisait une polémique de tout ce qu'on lui disait. On passait beaucoup de temps avec lui quand il était enfant. Mon mari et moi, on travaillait par roulement pour qu'il ait toujours quelqu'un avec lui. Mais avec les années, ça a empiré. Quand il était en CM1, il a commencé à avoir beaucoup de soucis à l'école. Et on a commencé à avoir un psychologue. Il refusait même de parler au médecin. On a même essayé le conseil familial et des choses comme ça, mais il ne parlait pas. Il disait que nous ne l'aimions pas. C'est ce qu'il a toujours dit au médecin. Pour lui, le problème, c'était le manque d'amour de notre part. C'est comme ça qu'il le voyait.
Il n'en a jamais parlé au médecin. On lui a prescrit de la Ritaline l'année du CM1. Et ensuite, on a arrêté. Cette année, il a eu énormément de problèmes. Pour nous, le médicament l'aidait. Il en a donc pris pendant 8-9 mois avant d'arrêter. Moins d'une année. Il ne voulait pas suivre nos règles. Il fumait, il buvait, il prenait de la drogue. En fait, il n'avait pas beaucoup d'amis parce qu'il avait de mauvaises notes. Il prenait de la drogue et il était irresponsable. Du coup, on ne lui permettait pas beaucoup de choses alors que d'autres enfants pouvaient se permettre beaucoup de choses. Ça, il ne pouvait pas nous le pardonner. Parce qu'il croyait qu'on était injuste envers lui. Mais les autres enfants, eux, ils étaient sages. Ils voyaient ce qu'il faisait et ils ne voulaient pas suivre son chemin. Son exemple était instructif pour les autres. Et honnêtement, je ne sais pas ce qui est à l'origine des problèmes qu'on a eus avec lui. Il semble qu'on n'a pas fait quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manque dans sa vie, qu'on ne lui a pas donné. Mais je ne vois pas quoi. Je ne vois pas ce qu'on a fait de mal. Voilà, vous voyez, il m'en veut maintenant à cause de quelque chose que je viens de dire. Où es-tu parti? Où es-tu? Je sais pas. J'ai juste commencé à marcher. Oui, mais où? Dans quelle direction? Ça va? J'ai peur maintenant. N'aie pas peur. J'ai peur. Comment je peux vivre avec des gens comme ça? Ils n'ont pas de compassion du tout. Ils voient en moi un ado dépendant de la drogue et rebelle. Plus rien. Irène, il ne voit plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Plus d'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a toujours un espoir.